Bonjour à tous, c'est bien. Alors, je commence. Mes transparences sont en anglais, je suis anglophone, mais je vais parler en français. Alors, ça aide les anglophones ici parce que je parle plus lentement en français que les autres, mais ils peuvent... et voilà. Bon, on commence avec un problème. Je suis dans le domaine de l'interaction machine et on regarde que au niveau de progrès sur le matériel, le hardware des ordinateurs, ça a beaucoup augmenté la puissance, la vitesse, tout, pendant 40 ans. Mais, et on voit vraiment le coût diminuer et on fait de plus en plus petit avec plus de puissance. Et maintenant, on est dans une situation où les ordinateurs sont partout dans l'environnement. Alors, on voit que la capacité a augmenté énormément, mais ce qui n'a pas changé beaucoup, c'est les capacités humaines. Nous, on est toujours avec le même système de sensation, moteur, tout ça, et cognition. Alors, si on regarde ce qui se passe avec le logiciel, on voit que les capacités de hardware ont augmenté. Les capacités humaines sont les mêmes et on voit que, en fait, le système avec le logiciel reste dans les années 70. On a un desktop metaphor, ça veut dire le bureau d'une secrétaire des années 70. Elle travaille avec les documents, les fichiers, les poubelles, des choses physiques. Ça a inspiré le métaphore. Et maintenant, dans n'importe quel système qu'on utilise, même si ce n'est pas pour un secrétaire, on utilise le même métaphore. Et en fait, ce qui est vraiment embêtant, c'est le fait que la conception de ce système était faite pour copier, pas créer. Alors, elle arrive avec un document écrit par son patron et son but est de copier ce qui est écrit à la main et taper sur l'ordinateur. Et le logiciel était fait pour ça. C'est bien pour copier. Mais pour elle, d'être l'auteur de ce document, c'est pas fait pour. Alors, si on regarde les choses comme Microsoft Word ou des autres choses, il faut savoir quel format... pas 100% en avance, mais c'est très difficile de changer d'avis, c'est compliqué. Alors, si on regarde l'autre côté, ça c'est les ordinateurs mobiles, les téléphones, les smartphones, ils sont très faciles à utiliser. On peut taper, faire un drag, swipe, pinch, tout ça, mais pas beaucoup plus de ça. Alors, ils sont simples, mais pas puissants. Et si on regarde les outils qu'on utilise dans le monde réel, on a beaucoup plus de puissance. Un violon, quelqu'un qui fait quelque chose, on ne peut pas faire ce genre de... Oh, on peut, mais ça demande vraiment d'expertise dans la part de l'utilisateur. Alors, il y a toujours un compromis. On veut avoir un système qui est simple, mais on veut aussi la puissance. Et il y a toujours un compromis là. Alors, notre but comme chercheur est de changer la courbe. Ça veut dire avoir la capacité de faire des choses qui sont simples, dans une manière simple, mais en même temps, avoir le pouvoir de faire des choses complexes. Alors, si on regarde ici, l'idée c'est, s'il y a quelque chose qui est si simple que ça, je peux augmenter la puissance. Je peux garder la simplicité, augmenter la puissance. Ou l'autre chose, je peux augmenter la puissance sans perdre la simplicité. Alors, comment faire ça? Bon, si on regarde comment ça marche dans le monde physique, on a un concept qu'on utilise, qui vient de Michel Baudouin-Lafont, qui s'appelle Instrumental Interaction, l'interaction avec les instruments. Et si on réfléchit un peu, si je veux utiliser un clou pour mettre un tableau sur le mur, je peux utiliser un marteau, comme ça, mais je peux aussi utiliser une chaussure.
Et c'est ça qui est difficile à faire avec le logiciel ce qu'on a. On ne peut pas facilement réinterpréter le logiciel dans une manière pas prévue par le concepteur du système. Alors, il y a le concept qu'on utilise qui vient de la psychologie J.J. Gibson, le concept d'affordance qui est mal utilisé souvent, mais en fait, l'idée, c'est que n'importe quel objet peut être utilisé comme un instrument. Et aussi, un instrument peut faire et être utilisé pour résoudre plusieurs problèmes. Et la question, et je regarde ici, alors ça c'est les baguettes en haut, ici, les baguettes. Mais je peux les utiliser pour les cheveux. Elle a trouvé que c'est bien pour la batterie. Et là, c'est fait 100% avec les baguettes, ce que j'aime beaucoup, c'est artistique. Alors la question, c'est comment faire le logiciel qui aide les gens à être créatifs et approprier les outils dans le logiciel dans cette manière-là. Pas seulement comme prévu par le concepteur du système, mais par les utilisateurs eux-mêmes. Alors, si on regarde comment on interagit avec les outils physiques, pourquoi c'est facile à utiliser? C'est parce que nous, on prend toutes nos vies à comprendre les lois de physique. C'est la loi de nature. C'est facile, ou bon, pas toujours facile. Un violon, c'est plus difficile à apprendre qu'un piano, qu'on peut faire quelque chose facilement au début. Mais l'idée, c'est qu'on peut les apprendre parce qu'on sait comment ça marche. Et on peut les approprier. Je peux utiliser la chaussure comme un marteau. Je peux utiliser une baguette pour mes cheveux. Les outils pour un ordinateur, c'est fait par les programmeurs. C'est un peu aléatoire. Ils peuvent faire ça ou ça, je ne sais pas. Il n'y a pas des règles qui sont toujours les mêmes. Et ça veut dire que l'utilisateur doit deviner et comprendre les règles chaque fois. Deuxième chose, ça c'est qu'il faut apprendre et réapprendre comment le faire. Chaque fois qu'il y a un upgrade, bon, ça donne l'impression que c'est positif. Peut-être c'est mieux au niveau de sécurité, mais souvent au niveau de l'utilisateur, c'est pire parce qu'il faut apprendre toutes les choses qu'on fait quotidiennement. Et c'est facile à casser. Si j'utilise mal, ça ne marche plus. Alors l'idée, c'est comment on peut faire un partenariat entre l'être humain et l'ordinateur. Bon. Alors, pour comprendre ça, il faut réfléchir un peu comment nous, comme utilisateurs, interagir avec l'ordinateur. Il y a 3 niveaux. Une chose, pas un niveau, 3 perspectives, on peut dire. On peut utiliser l'ordinateur comme un outil, ce qu'on appelle un first person, première personne interface. Et l'idée, c'est comment je peux augmenter les capacités humaines. Et ça, c'est normalement vu comme interaction aux machines, comme un domaine de recherche. Deuxième chose qu'on voit, on entend beaucoup dans les journaux, les magazines, les médias aiment beaucoup l'intelligence artificielle. Ça, c'est l'ordinateur comme un assistant qui fait des choses pour nous. Ils sont intelligents, je délègue les tâches et l'ordinateur le fait pour moi. C'est pas moi qui le fais, c'est l'ordinateur qui le fait. Et troisième, c'est l'ordinateur comme un médium. Ça veut dire social media, ça c'est pour lier les êtres humains l'un avec l'autre. Soit 2 personnes, soit 1 milliard de personnes, c'est possible. Alors si on prend les 3 perspectives, ils ne sont pas nécessairement indépendants. La question c'est comment on peut faire un outil avec l'intelligence de l'ordinateur, mais aussi avec l'intelligence de l'utilisateur. On veut un partenariat entre les deux, pas juste déléguer les tâches, mais de faire quelque chose ensemble. Alors, si on regarde, Hollywood a fait beaucoup de films de science-fiction. J'aime beaucoup, ça c'est 2001. Et en fait, c'est la réalité maintenant. On peut faire l'échec avec un ordinateur et l'ordinateur va gagner. Mais Hal fait plus et il a du mal. Bon, ça c'est autre chose. Mais ça, c'est un partenariat assez intéressant parce que c'est l'utilisateur qui fait des choses et l'intelligence est dans le système. Une autre
image, c'est Iron Man, c'est plus récent. Là, c'est d'augmenter les capacités physiques, pas cognitives, mais physiques de l'être humain. Bon, on peut aussi regarder ça comme un partenariat aussi. Mais la question, c'est comment on peut faire l'équivalent de ça? Comment on peut faire quelque chose qui est créatif? Pas seulement la vitesse et le pouvoir, mais aussi la créativité. Alors pour nous, c'est intéressant. Je veux qu'on peut jouer le logiciel, comment apprendre et jouer un instrument de musique. On peut commencer comme novice, faire quelque chose immédiatement, mais aussi faire une progression pour être un virtuose. Et que l'ordinateur devient une partie de notre cours, c'est corps, c'est quelque chose qu'on peut vraiment interagir avec. Bon, je reviens à mon équipe qui s'appelle Ex-Situ. On travaille avec les utilisateurs, on s'intéresse à ce qu'on appelle l'interaction située. Ça veut dire dans le contexte de l'utilisation. Et on travaille avec les utilisateurs, ce qu'on appelle extrêmes. Ça veut dire les artistes, les scientifiques qui poussent les limites de l'interaction. Et il y a plein de trucs, je ne vais pas parler de tout ça. Mais le truc qui est très, très, très important, c'est notre approche. C'est toujours lié avec les observations des êtres humains dans les situations réelles et dans le vrai contexte. Alors, on prend les perspectives différentes. Il y a la perspective scientifique. On peut traiter les utilisateurs comme les cobayes. On prend des données, on les observe, on voit comment ça marche avec eux. Et là, avec les résultats, on peut informer les designers. Deuxième chose, on peut faire l'ingénierie. On peut regarder comment, techniquement, on résout un problème. Et il faut faire toujours les compromis et être sûr que ça marche vraiment. Et troisième chose, c'est la conception, le design. Et ça, on utilise les utilisateurs, ça veut dire les gens qu'on travaille avec, comme une source d'inspiration. Pas seulement quelqu'un à observer, mais aussi les gens qui vont nous inspirer pour faire des choses nouvelles. Et là, c'est aussi intéressant parce que ce que j'aime beaucoup avec le côté design, c'est qu'on peut redéfinir le problème à résoudre. Alors, comment faire? Bon, on fait des études, ça c'est assez vieux, on peut voir avec le style de caméra. Maintenant, je peux le faire avec un smartphone. À l'époque, ça fait 12 ans. Bon, ça c'est, on fait les observations. Ça, c'est une artiste qui fait la mode à Paris. On fait plein de workshops. On travaille, on a un grand mur interactif, on fait des choses, on essaie. Ça, c'est les musiciens, ça, c'est des enfants. On fait plein de trucs avec les utilisateurs. Et aussi, on fait les prototypes. Et on peut faire les prototypes en papier, vraiment juste une simulation vite fait, ou on peut vraiment concevoir quelque chose qui marche et regarder comment les gens interagissent avec. Et voilà, on a un processus de design et on commence toujours avec qui est l'utilisateur. On inspire des idées, on fait la conception, on les évalue, on fait un redesign sans cesse. Ce qui est important, c'est qu'on crée des artefacts qu'on réutilise et c'est une approche qui avec le focus sur le redesign. C'est pas seulement une fois, mais plusieurs itérations et on fait pas la même chose chaque fois, mais on est inspiré par les résultats de ce qu'on a fait pour faire la prochaine étape. Et voilà, c'est ça. On réutilise. Alors, je vais parler maintenant d'un peu de ce qu'on a fait dans l'équipe. Juste quelques petits trucs parce qu'on fait plein de choses. Mais là, il y a 3 thèmes qui m'intéressent par rapport à la créativité. Une chose, c'est est-ce que c'est possible de découvrir comment le système marche? Si je prends une baguette, un chopstick, et je tape comme ça, je vois immédiatement comment ça marche et je peux l'approprier pour autre chose si je veux. Alors, la question, c'est comment on découvre comment un système, un logiciel marche pour que je peux faire ce que je veux.
deuxième chose, quand je sais comment ça marche, je veux approprier ces propriétés pour faire autre chose. Et troisième chose, je veux faire quelque chose qui est expressif, qui reste dans le côté personnel, être humain, pas seulement fait quelque chose officiel fait par le système. Alors, je donne un exemple. Ça, c'est très simple. La question, c'est comment on peut mettre des gestes sur un smartphone. Comment interagir facilement, faire par exemple, je suis dans cette réunion-là, imaginez que j'ai mon smartphone ici, quelqu'un m'appelle, je peux voir que c'est mon mari et je peux faire une petite geste pour dire, je ne peux pas parler, il faut m'appeler en 5 minutes. Alors, comment faire ce type de geste? Bon, il faut comprendre quels sont les mappings entre les gestes disponibles et ce que je veux faire. Alors, on utilise un concept qui s'appelle le feed-forward progressive. On donne à l'utilisateur une idée de ce qui est possible. Et aussi, on donne un feedback pour qu'ils comprennent comment et qu'est-ce qu'ils ont fait. Et est-ce que le système a reconnu ce qui était fait? Alors, deuxième chose importante, il faut avoir un système où les experts peuvent le faire rapidement, sans interruption. C'est juste, je fais le geste. Mais si je suis novice et je ne sais pas comment ça marche, je peux faire une pause et le système me donne un peu d'aide. Alors, je vous montre. Hop, j'espère que je... Ah, non. Et voilà. OK. Alors, c'est une guide dynamique qui donne le feed-forward et le feedback. Ça, c'est, on cherche help. Regarde, en orange, c'est help. Et je vois, il y a plusieurs possibilités et je peux faire ça. Et ça va refaire, encore une fois. Alors, ici, je suis novice. Il me donne plusieurs chemins et je peux le suivre pour avoir le résultat. Ça, c'est le mode novice pour quelqu'un qui ne sait rien. Deuxième chose, si je sais un peu, mais j'oublie la fin, excuse-moi, ça c'est expert, je le fais rapidement. Et si voilà, bon. Et si je peux faire une pause au milieu, il me donne juste la suite des possibilités. Alors, on fait une série de choses avec ce concept. Par exemple, les accords pour interagir avec un système, une grande surface. Je peux faire les accords et je peux donner à l'utilisateur les possibilités parce qu'apprendre plein d'accords, c'est difficile, mais si je suis en train de faire quelque chose, c'est plus facile à apprendre. Deuxième chose, on peut faire les accords avec un système de gestes dynamiques et je peux faire les paramètres. Par exemple, imaginez que je peux faire une brosse et après changer la couleur avec un pinch ou faire un slider pour faire la taille de brosse ou quelque chose comme ça. Et tout est dans mes mains. Ça devient une partie de mon corps et je peux jouer avec. Alors, ça c'est bien, ça c'est pour découvrir un système il y a déjà un mapping qui existe. Deuxième chose, c'est est-ce qu'on peut faire quelque chose où les utilisateurs peuvent approprier ce qu'on a fait? Alors, je reste dans le domaine des gestes. Et regarde ici. Ça, on peut faire comme la suite du premier système que j'ai montré, le Octopocus. Là, on peut faire quelque chose où l'utilisateur fait la définition de son propre commande. Voilà, et on va voir. OK. C'est plus... Oui, voilà. Alors, l'idée, c'est on veut les gestes qui sont faciles à mémoriser pour l'utilisateur et aussi quelque chose qui est facile pour le système de reconnaître. On a besoin des deux. Ça, c'est le partenariat entre l'utilisateur qui s'intéresse au côté cognitif et le système. Alors ici, on peut montrer plusieurs chemins pour suivre. Alors, si ça reste dans le bleu, c'est possible de reconnaître. Si ça reste dans le rouge, c'est pas. Alors ici, il a fait un triangle, il était en rouge, il ne peut pas reconnaître. Voilà, il ne peut pas. Alors il faut continuer. Il y a plusieurs possibilités. Alors,
Et bon, on fait des systèmes pour contrôler, regarder. Mais l'idée, c'est on peut créer un système où on donne à l'utilisateur les infos pour eux, pour les aider au niveau cognitif, mais aussi pour les donner les infos par rapport à la reconnaissance faite par le système. Voici un autre truc. Ici, on utilise la technologie Anoto. C'est un système où il y a un stylo qui laisse l'encre sur le papier, comme d'habitude, mais il y a un papier avec les petits points, et avec ça, le stylo peut reconnaître chaque geste fait par l'utilisateur. Il sait quel stylo, quel morceau de papier, exactement la vitesse et le style de geste. Alors, le système Naughty Gesture, c'est très simple. On fait un petit point sur n'importe quelle ligne et on associe une fonctionnalité avec ce petit point. C'est très facile pour le système de reconnaître le petit point. Et l'utilisateur peut approprier le système, ils peuvent ajouter leur commande à eux à n'importe quelle ligne sur le papier. Alors, par exemple, ici, ça c'est un exemple pour le mathématique. On peut définir, regarde le petit sigma ici, ça devient avec un petit point associé avec le stylo, avec somme. On peut donner ça comme une commande. Alors, regarde ici. Alors, on peut mettre un point sur n'importe quelle ligne. Je peux sélectionner une fonction. Après, si je fais un slide, comment on dit ça, je traverse la ligne, je peux voir tous les résultats sur le stylo. Et ça reste comme les traces d'interaction aussi. Je peux ajouter les résultats si je veux. Et je vais juste montrer une petite vidéo. Voilà. J'ai pas mis. Alors, vous regardez, je peux choisir les fonctionnalités qui sont dans le petit écran, dans le stylo. Et après, il ajoute un point, il fait un choix d'une fonction mathématique. Et après, il peut taper et voir le résultat de son interaction. Et on peut downloader pas mal de fonctionnalités sur le stylo. Là, c'est un exemple avec le mathématique, mais on a aussi utilisé ça pour les musiciens, on a fait ça pour la vidéo et l'audio, tout ça. Voilà, ça c'est le résultat. Ok, je pense... voilà, hop, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait ça. Une autre chose avec le papier, c'est juste pour donner un exemple avec la musique. Ça s'appelle un tonit, c'était inventé dans le 18e, peut-être 17e siècle par Euler, et c'est un moyen de regarder et analyser les relations entre les tones, les pitchs en musique. Et on peut utiliser ça, on donne ça à un compositeur qui peut utiliser ça pour composer la musique. Alors ça c'est, par exemple, ça c'est en Do majeur, toutes les choses-là, et n'importe ligne que je fais donne une mélodie. Et une partie, c'est la partie en haut, ça c'est le basse, ça peut être pour les accords. Et je montre. Ah, j'ai pas le son. C'est pas bien pour la musique. Ah oui, bon. Peut-être ça suffit. Ah oui. Ça. Voilà. Je vais. Bon, vous avez l'idée, je pense. Mais ce qui est intéressant, c'est fait par, encore une fois, c'est le compositeur qui a décidé quelle clé, quelle partition à mettre. C'est lui qui a fait les gestes. Il peut réutiliser les gestes ou faire les nouvelles gestes. Il peut composer avec cet outil et c'est très simple. C'est juste les gestes sur le papier. Voilà. Troisième chose, c'est l'expressivité. Alors,
Ça, j'aime beaucoup. Ça, c'est aussi avec l'idée de la musique faite par Philippe Leroux, qui est un compositeur. Il a fait quelque chose qui s'appelle Quid sit musicus. Et si on regarde à gauche, ça, c'est les manuscrits avec la musique du XIIIe siècle. Et ce qui est intéressant ici, c'est ça. C'est avant ce qu'on fait maintenant avec la musique qui reste comme ça. Ça donne une idée de l'expression des minutes, de l'interprétation de cette note. Alors, l'idée c'est, si on peut mettre une copie de ça sur un papier, feuille de papier, utiliser le même stylo et interagir avec les notes et ajouter plusieurs fonctionnalités à ça, on peut créer un système où on peut aider la composition, mais aussi la performance de la musique. Et je vais montrer la dernière vidéo. Là, l'idée, c'est de réexploiter le graphisme du manuscrit et lui donner un sens nouveau en utilisant toutes les données qu'on peut en extraire, c'est-à-dire, par exemple, l'épaisseur du trait. Ça, c'est le compositeur Philippe Leroux. Et ça, c'est le système qu'on a fait avec mon thésard Jérémy Garcia. Et l'idée, c'est qu'on peut interagir avec les notes eux-mêmes. Ça, c'est capturé par le système. Ça, c'est Open Music. Il y a un système pour faire la musique. On utilise les gestes en haut. Dessiné comme ça, donc qui correspond sur la partition, sur le manuscrit de Machaut qui correspond à cet élément-là. Machaut, c'est le compositeur et original. Qui nous donne donc des trajectoires qui sont utilisées là directement par les voix sous forme de glissé. On part cette fois d'un neume qui est un punctum. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est un punctum. Et qui donne donc ces trajectoires-là. Si je les lis de façon un peu plus dilatée, ça c'est impossible pour un être humain à jouer. Et donc là, ça, ce sont le violoncelle et la guitare en fait qui suivent exactement les contours de ce nœud. Ça c'est la partie ralentie par le compositeur à faire. Bon, alors ça donne un exemple de comment on peut réutiliser, faire un redesign, recapturer les artefacts, réinteragir avec eux, les utiliser et les approprier dans les manières différentes pour faire les choses expressives. Et voilà. Non, ça c'est... Voilà, ça j'aime ça. Ça c'est quelqu'un qui a fait un dessin pendant une présentation que j'ai fait. Ça c'est l'augmentation, la création entre l'ordinateur et le monde réel. Mais il n'avait pas assez de temps de finir le dessin. J'ai parlé trop vite. Bon, bref, j'arrête. Et si vous avez des questions, merci. Merci Wendy, tu as respecté parfaitement le timing. Est-ce que quelqu'un a un commentaire ou une question sur la présentation ? Oui, non, oui. Moi j'en ai un, c'est là, surtout sur la fin, tu as montré beaucoup d'exemples liés à la musique. Comment t'imagines que les choses qui vont se faire dans la musique ou le dessin ou d'autres domaines créatifs vont pouvoir se transposer ensuite à des trucs moins créatifs ? Parce qu'au début de ton exposé, tu as parlé des interfaces actuelles qui étaient liées à ce que faisaient les secrétaires ou d'autres gens qui traitaient les documents il y a longtemps. Donc comment on va faire le passage entre ce que tu fais sur la créativité et ces trucs ? On travaille avec les utilisateurs créatifs parce qu'ils poussent les limites, mais en fait, ce qui se passe, c'est dans le temps, il devient de plus en plus normal. Alors, il y a une trentaine d'années, on a travaillé avec les gens avec email overload. C'est trop d'emails. Et il y avait très peu de gens à en cette situation à l'époque. Mais on a travaillé avec eux pour comprendre comment on peut gérer cette situation. Et moi, je pense que c'est la même chose ici. Tout le monde dans cette salle utilise un ordinateur, j'en suis sûre.
Et quand vous essayez de faire quelque chose comme les transparents, si vous faites un talk ou vous voulez créer quelque chose, vous êtes toujours en bataille avec le logiciel que vous utilisez. Ce qui est intéressant avec les experts, les chorégraphes, les compositeurs de musique, les gens comme ça, ils sont toujours en train de tourner et réutiliser les outils dans les manières qui nous inspirent de faire des autres choses dans les systèmes plus techniques. Vous allez voir 2 démos cet après-midi. Il y a une chose qui s'appelle Sticky Lines et ça utilise les concepts qu'on a pris des observations des utilisateurs extrêmes pour aider les gens qui utilisent n'importe quel système de création d'images et diagrammes pour faire l'alignement et la distribution des objets. Alors, c'était directement influencé par nos observations des utilisateurs extrêmes. Et la deuxième chose qu'on peut montrer, c'est Expressive Keyboards. Et l'idée, c'est qu'on peut utiliser un Android smartphone pour faire un texte avec les gestes, comme les gestes qu'on a vus, mais pas seulement avoir le mot correct, mais aussi avoir les résultats expressifs pour faire un texte comme c'était écrit à la main ou changer de couleur ou faire des choses expressives. Et là, c'est quelque chose que tout le monde peut utiliser, surtout les adolescents, je pense, mais n'importe qui. Alors, pour nous, les utilisateurs extrêmes sont une source d'inspiration et les manières qu'ils ont poussé les limites, c'est l'inspiration pour nous de faire des choses qui marchent pour tout le monde. Okay. Autre question? Ouais. J'ai une petite question, un étonnement entre 2 sujets. Oui. Le servant. Mm-hmm. En gros, en ce moment, il y a un très gros travail sur l'intelligence artificielle, oui, dont on a plus ou moins parlé tout au long du sujet. Et cette idée, finalement, d'enlever l'interface pour pratiquement avoir un servant qui servirait d'interface à la place d'une interface visuelle ou tangible. Et à côté de ça, chose que je trouve étrange, il y a l'idée presque inverse de contourner, d'hacker un outil pour en faire autre chose. Et j'ai du mal à comprendre. Vous êtes entre les deux, en fait. Je pense que l'intelligence artificielle nous donne plein de bénéfices. Mais si on le regarde, normalement, c'est fait comme si on met l'être humain dans le boucle. Normalement, c'est pour aider l'algorithme. L'utilisateur devient une partie, la source de données pour aider l'algorithme. Et moi, je m'intéresse à l'autre côté. Je veux que l'ordinateur devienne une partie de la boucle pour aider l'être humain. Alors, c'est un changement de perspective assez radical. Les algorithmes peuvent être les mêmes, sauf pour faire un algorithme progressif qui révèle à l'utilisateur la progression de compréhension faite par l'ordinateur. C'est plus compliqué, c'est plus difficile. Mais vraiment, j'ai pas envie de remplacer l'être humain. Bon, il y a des tâches que je peux déléguer, je ne m'intéresse pas, mais il y a plein de tâches créatives que je veux maîtriser. Il y a une différence, par exemple, si on regarde les voitures, il y a une image de les voitures où il n'y a pas de conducteur, c'est fait. Et voilà, j'ai les trains, j'ai le métro et j'ai une voiture comme ça. Mais ce n'est pas du tout la même chose qu'être dans une belle voiture et conduire. Ça, j'aime faire aussi. Et c'est 2 choses différentes. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Il y a des raisons pour avoir l'intelligence artificielle, pour déléguer les tâches. Mais moi, comme chercheur ou chercheuse, je m'intéresse à ce partenariat entre l'être humain et l'ordinateur pour faire quelque chose de créatif de la perspective de l'utilisateur. C'est ça.